Les vacances sont terminées, la rentrée arrive à grands pas. Une nouvelle effervescence s'empare de chaque foyer, nouveaux emplois du temps, inscriptions aux activités et surtout une question surgit comme un rappel. Et si ce premier téléphone devenait son passeport vers l'autonomie? Chaque parent, à un moment donné ou à un autre, ressent cette urgence douce. Marquer une nouvelle étape, accompagner ce nouveau chapitre de vie, tout en préservant l'équilibre. Bonjour à tous et bienvenue sur Click and Talk, le podcast. Ici, on parle de parentalité numérique. Je suis Muriel, conférencière en pratique numérique, et ma mission est de vous aider à décrypter le web et ses applications. À partir du mois de septembre, la vie des parents va suivre un nouveau rythme, celui de la vie scolaire qui s'annonce pleine d'enjeux et de nouveaux défis. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'acquisition du premier téléphone entre normes et besoins. Et pour débuter cet épisode et nous aider à nous situer, je vais vous présenter quelques chiffres. Selon le baromètre numérique et plus particulièrement l'étude publiée en 2025, les premiers pas des enfants sur Internet réalisés par l'association e-Enfance, en 2024, 46% des 6 à 10 ans sont déjà équipés d'un smartphone et 96% des 12-17 ans en possèdent un. La première acquisition s'effectue généralement aux alentours de 11 ans lors du passage au collège. Ces chiffres viennent nous révéler que les enfants et les adolescents sont équipés de plus en plus jeunes et que cela tend à devenir une norme. Sans vouloir généraliser, du point de vue des parents, le premier téléphone est avant tout un gage de sécurité. Pouvoir appeler son enfant à tout moment, connaître sa position grâce à la géolocalisation, c'est aussi un moyen de les aider à développer de l'autonomie, par exemple pour les devoirs ou encore pour gérer leur emploi du temps sur Pronote. Et du côté des ados, ce même appareil devient un véritable passeport social, un moyen de communiquer sur les applications comme WhatsApp, de partager des photos et de se sentir intégré au sein d'un groupe. Il leur sert également de plateforme de divertissement, d'espace de création pour réaliser et partager leur propre contenu, et il leur permet également de pouvoir développer une vie privée en dehors du regard des parents. Mais entre le besoin des parents de conjuguer sécurité et autonomie et le désir des ados de rester connectés, une question se pose: comment trouver un cadre qui soit équilibré, d'où l'importance d'explorer et d'avoir une vision sur ses potentielles utilisations avant de fixer certaines règles. Lorsqu'il est intégré au foyer, dans un premier temps, le téléphone tient ses promesses. Un coup de fil pour prévenir d'un retard, une photo rapide pour montrer un exercice terminé, tout semble assez fluide et bien fonctionner. Pourtant, certaines perturbations plus subtiles peuvent commencer à apparaître. Des notifications intempestives viennent fragmenter l'attention et perturber le temps des devoirs, des repas ou encore du sommeil. Une dépendance progressive avec une consultation incessante des messageries et le partage de chaque moment de vie qui petit à petit vient nourrir un besoin de validation sociale au point de pouvoir basculer dans une forme d'addiction. Il y a aussi l'exposition et le cyberharcèlement. Ces commentaires malveillants ou les partages non consentis peuvent transformer la vie scolaire en un véritable terrain miné. La sextimité imprévue, les premiers échanges intimes et privés qui viennent avec les risques de diffusion et d'atteinte à la vie privée. À première vue, un simple outil d'organisation peut se transformer en une véritable boîte de Pandore, alors comment accompagner son utilisation? Avant d'envisager d'installer un cadre d'utilisation, je vous propose 5 pistes de réflexion qui peuvent vous aider à avoir une vision qui soit plus globale. La première réflexion serait de se demander pourquoi maintenant finalement? En début d'épisode, nous avons vu que l'arrivée au collège est une transition qui marque une nouvelle étape chez les adolescents. Et dans le même temps, les études démontrent que 46% des 6-10 ans sont déjà équipés d'un téléphone portable. La question est donc de savoir, quel que soit l'âge, pourquoi maintenant? Quel problème je souhaite résoudre? Mon enfant a-t-il l'âge et la maturité nécessaires? Et finalement, comment est-ce que je peux l'aider à avoir une utilisation qui soit responsable? La deuxième piste concerne le désir. Est-il dicté par une norme sociale et la culture du numérique? Ce choix est-il fait par comparaison aux autres, parce que c'est la norme et que c'est devenu quelque chose de banal? Est-ce que je considère que cet achat est pour moi évident?
Ou encore, est-ce qu'il est lié à l'époque à laquelle nous vivons, le discours ambiant ou alors nos propres habitudes? La troisième piste, un smartphone pour quelle utilisation en priorité? Ici, il s'agit d'arriver à identifier les besoins réels de votre enfant et ceux de votre famille. La quatrième piste, quel est le niveau de contrôle raisonnable sans être trop intrusif et où poser les limites? C'est aussi penser à définir certaines règles. Et pour terminer, la cinquième réflexion, en termes de divertissement, à quoi envisagez-vous de lui donner accès? Le but est de trouver un juste équilibre entre vos besoins et leurs envies. Ces réflexions vous permettront d'avoir une trame de fond qui pourra vous aider à ouvrir le dialogue avec votre enfant pour établir les règles que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, pour démarrer cette discussion, dans un premier temps, vous pourriez inviter votre enfant à élaborer avec lui une charte familiale, un peu comme la construction d'un parcours à deux pour définir les plages horaires de téléphone, désigner les moments et les lieux sans écran et lister les applications sur lesquelles vous êtes d'accord. Cette démarche participative favorise le dialogue et aide à responsabiliser. Ensuite, proposez-lui d'explorer en famille les outils de contrôle parental disponibles ainsi que les fonctions qui y sont intégrées. Et considérez-les plutôt comme un filet de sécurité pour l'aider à développer des habitudes qui soient saines. Et c'est aussi un moyen de vérifier avec lui qu'il a bien intégré où se situent les limites. Et enfin, sur une période donnée, vous pouvez instaurer des rendez-vous réguliers, par exemple chaque mois, chaque trimestre, pour faire le point. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Et quels ajustements pouvez-vous envisager? Ces échanges vont permettre d'adapter le cadre à la maturité et aux besoins de votre enfant, sachant que les besoins d'un enfant de 6 ans ne sont pas les mêmes qu'un adolescent de 15 ans. Et bien évidemment, ce ne sont ici que des pistes, c'est à vous d'adapter en fonction de votre contexte et des valeurs familiales que vous portez. Cet épisode arrive à sa fin. Vous l'aurez compris, entre la volonté de sécurité, d'autonomie et d'organisation des parents et le souhait des ados, l'équilibre se trouve quelque part à mi-chemin. Le smartphone est bien plus qu'un objet, c'est un outil d'émancipation à condition d'en définir ensemble les règles du jeu. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager à d'autres parents autour de vous et à nous faire part de vos réflexions sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau regard sur la parentalité numérique.